BFM Business. Toute l'info éco en 60 minutes, l'heure H. La Fédération française de rugby organise la sortie de crise avec notamment la reprise des entraînements malgré les très nombreuses contraintes sanitaires et l'espoir d'une reprise des championnats dès le début du mois de septembre. On va en parler avec Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby et vice-président de World Rugby. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Tous les sports ont été impactés par cette crise sanitaire, mais le rugby, qui est un sport collectif et un sport de contact, a lui été particulièrement affecté. On le rappelle, pour les championnats amateurs, la saison a été définitivement arrêtée à la fin du mois de mars. Et pour les clubs de Top 14 et de Pro D2, la décision similaire a été prise à la fin du mois d'avril. Est-ce que vous avez chiffré l'impact financier de cette décision pour le secteur du rugby en France ? Chiffré, je ne l'ai pas exactement chiffré, parce que d'abord, c'est la Ligue nationale de rugby qui s'occupe du monde professionnel, mais pour en parler souvent avec eux et souvent avec des présidents de clubs, ils sont touchés, puisque vous l'avez dit, depuis début mars, ils n'ont plus aucune recette, puisque plus de matchs, et ils ont des dépenses, parce qu'il faut payer les joueurs, bien sûr, qui sont sous contrat avec eux. Donc, ouais, ça fait, quand on additionne tous les clubs professionnels, oui, c'est un chiffre considérable, c'est une évidence. Et la problématique en rugby, c'est que les droits télé sont très peu élevés. Très peu élevés, c'est 15 et 20% du budget d'un club. Donc, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est à la reprise en septembre, comment est-ce qu'on va jouer à huis clos ou pas ? Jouer à huis clos serait un drame, c'est clair, puisque, je le répète, 80% du budget d'un club professionnel, c'est les abonnements, la billetterie, ce qu'on appelle les hospitalités, c'est-à-dire tout ce qui se fait avec les partenaires les jours de match. Donc, c'est pas le football. Le football, on sait qu'il y a des clubs qui ont entre 50 et 60% de revenus qui sont des droits télé. Nous, c'est pas le cas. Nous, on vit du monde dans les stades. Donc, ça, c'est la seule inquiétude, même si, bon, on s'aperçoit quand même que de jour en jour, ça s'améliore et que nous sommes quand même optimistes en se disant qu'en septembre, on mettra du monde dans les stades. Comment est-ce que la fédération accompagne les clubs de rugby ? J'ai vu que vous avez mis une enveloppe de 35 millions d'euros sur la table. Oui, alors nous, on a mis un plan de relance pour le monde amateur. Il faut bien différencier les deux choses. Nous, la Fédération française de rugby, on gère tout ce qui est amateur. Et la Ligue nationale de rugby gère les 30 clubs professionnels. Donc nous, c'est exactement la même chose au niveau du monde amateur. Qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on a arrêté les compétitions ? Plus de recettes et des dépenses pour ces clubs. Donc c'est pour ça qu'on les a accompagnés et qu'on a mis un plan de relance de 35 millions d'euros pour effectivement amortir, soulager ces clubs amateurs. Alors c'est pas du tout les mêmes budgets que dans le monde professionnel, on est d'accord. Mais je peux vous garantir que tous les jours avec des présidents, ils sont heureux et satisfaits de ce plan de relance parce que ça les accompagne tout simplement. Les sponsors, comment est-ce qu'ils se sont comportés ? Est-ce qu'ils continuent d'accompagner les clubs et les joueurs ? Alors moi déjà je vais parler des sponsors de la Fédération française de rugby que je remercie d'ailleurs parce qu'ils nous sont fidèles et ils le restent. On a eu des lettres de soutien de ces sponsors qui nous ont dit ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, nous serons toujours là. Et ça c'est une chose importante pour la Fédération française de rugby. Concernant les clubs professionnels, je sais que certains sponsors ont dit qu'ils allaient baisser leurs contributions, voire annuler pour certains. Donc c'est là aussi l'interrogation qui habite tous les dirigeants de clubs, que ce soit amateurs ou professionnels. Je prends l'exemple d'un club de Bretagne qui me disait, il y a 2 jours, nous avions 35 000 euros de partenariat, de sponsoring. Aujourd'hui, quand je les appelle les uns après les autres, que j'additionne, il m'en restera que 10 000 pour la saison prochaine. C'est énorme sur un budget de 70 ou 80 000 euros dans le monde amateur. Donc oui, l'incertitude, elle est là. C'est dans le monde amateur ou professionnel, comment vont accompagner les sponsors. Est-ce qu'ils vont baisser de moitié ? Est-ce qu'ils vont continuer à être là à 100% ? C'est l'incertitude qui règne. La fédération s'occupe du monde amateur, on l'a bien compris. Néanmoins, est-ce que vous anticipez un impact de cette crise sur la valeur et sur les salaires des joueurs professionnels ? J'ai vu que les joueurs du Stade Toulousain avaient accepté de baisser le montant de leur rémunération pour la saison prochaine, baisse d'un montant maximal de 15%. Est-ce qu'à votre avis, d'autres clubs vont suivre le même mouvement ? Oui, puis certains clubs ont commencé. J'ai vu que Toulon, par exemple, avait déjà entamé les négociations et d'ailleurs clôturé les négociations avec leurs joueurs. D'autres clubs l'ont fait, d'autres clubs ils sont en plein. Le Stade Toulousain a, je crois, trouvé un accord avec ses joueurs hier ou avant-hier. Oui, mais c'est une évidence. Je crois que les joueurs qui sont effectivement acteurs se rendent bien compte que leur entrepreneur, leur entreprise, leur club
n'a plus de recettes, ou beaucoup moins de recettes, et que donc ils doivent effectivement faire un effort. Et je le répète, faire un effort par rapport à la saison prochaine, parce que si les sponsors baissent de moitié, c'est évident que les salaires doivent être impactés. C'est un tout dans un club. Il y a des sponsors, il y a des salariés qui sont les joueurs. Oui, c'est un tout, c'est un ensemble. Et qu'à partir du moment où les recettes ne sont plus là, c'est évident que les joueurs doivent faire un effort. Et c'est tout à leur honneur. Mais c'est aussi l'avenir de leur club qui est en jeu. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est que dans certains clubs, si les joueurs ne font pas les efforts, peut-être que le club peut mettre la clé sous la porte, comme on dit. Donc oui, ces négociations me semblent encore une fois aller dans le bon sens. Pour faire le parallèle avec le secteur du football, on a vu que la valeur des joueurs avait baissé de manière assez spectaculaire en raison de la crise. C'est une étude KPMG qui nous disait il y a quelques jours que des joueurs comme Neymar ou Mbappé avaient vu leur valeur baisser de 21%. C'est vrai aussi dans le rugby ? Alors, la différence qu'il y a entre le football et le rugby, c'est que d'abord, il y en a une qui est considérable, c'est les droits télé, je le disais, qui sont monstrueux dans le football. Et puis la deuxième chose, c'est que le joueur est un actif. Donc effectivement, ils vendent les joueurs. Et quand on dit la valeur, elle a baissé, c'est-à-dire que si demain ils vendaient Neymar ou Mbappé, ils le vendraient avec 21 ou 23% de moins. C'est ça, c'est la valeur des joueurs. Dans le rugby, il y a très peu de transactions comme cela. Les joueurs ne se vendent pas. Et je crois qu'il y a eu 4 ou 5 cas comme ça en 10 ans. Donc c'est vraiment à la marge, d'accord. Vous tablez sur une reprise des championnats dès le début du mois de septembre. Dans quelles conditions? Est-ce que ça va se passer? Vous êtes très inquiet, vous l'avez dit, sur le fait que les matchs pourraient se jouer à huis clos. Oui, écoutez, moi j'ai eu un entretien avec le Premier ministre le 14 mai à Matignon. Effectivement, j'avais été le voir pour ça, pour savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir se rentraîner, puisque à partir du moment où on peut se rentraîner, on sait que 2 mois après, on peut rejouer. Bon, mais là, il a été assez positif et il m'a dit qu'effectivement, vu l'évolution positive, il espérait que les sports de collectifs et d'ailleurs individuels, les sports de combat et de contact puissent reprendre logiquement, si tout va bien, fin juin, début juillet. Ce qui veut dire qu'effectivement, en septembre, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde amateur, on pourrait reprendre les compétitions. Comment est-ce qu'on peut s'entraîner au rugby compte tenu des contraintes sanitaires? J'ai vu que vous avez publié un plan en 6 phases. Les premières phases ne prévoient aucun contact, mais ne prévoient pas non plus de ballon de rugby. Non, mais ça, c'est pour qu'on soit d'accord. Encore une fois, c'est dans les écoles de rugby ou dans le monde amateur. Mais bon, dans le monde professionnel, c'est la même chose. J'ai vu qu'ils se sont entraînés, ils ont fait ce qu'on appelle de la réathlétisation, c'est-à-dire de la course, de la musculation, etc. Mais eux aussi, s'ils se rentraînent au mois de juin, ce sera petit à petit. Ils ne vont pas pouvoir plaquer, faire des mêlées, faire des touches au mois de juin. Il va falloir respecter, encore une fois, le plan de reprise, c'est une évidence. Donc nous, le plan de reprise qu'on a mis en place pour les écoles de rugby, effectivement, il est assujetti à plusieurs phases, il y en a 6. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait 10 personnes, éducateurs compris, donc 9 gamins, et c'est le maximum sur le terrain. Pas d'accès aux vestiaires, donc les joueurs viennent en tenue et repartent en tenue. Distanciation physique, bien sûr. Le ballon n'arrive que dans un deuxième temps. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir respecter jusqu'à la fin du mois de juin. Et je le répète, si tout est bien respecté et si tout se passe bien dans la vie commune, il n'y a pas que dans le sport, eh bien on pourra reprendre, je dirais, une vie normale, tout au moins à ce qui concerne notre sport, fin juin, début juillet. Je disais que tous les sports n'étaient pas affectés de la même façon. C'est difficile d'imaginer le rugby sans plaquage ni mêlée. Mais bien sûr que nous, on est un véritable sport de combat et de contact. Donc on est la proximité, c'est une évidence, elle est primordiale. Et quand on joue au tennis ou au tennis de table, bon, mais il y a, je dirais, par nature, une distanciation physique déjà. Nous, non. Nous, la proximité, elle est la base même, l'essence même de notre sport. Donc voilà, donc il faudra respecter tout simplement le plan de reprise, les différentes phases. Et voilà, et si tout va bien, si tout évolue bien, comme l'a dit le Premier ministre, eh bien, normalement, le rugby, comme tous ces sports de combat, pourront reprendre fin juin, début juillet. Et c'est une bonne chose. Quel regard est-ce que le monde du rugby porte sur la pandémie? Est-ce que les joueurs ont conscience qu'ils peuvent être également vulnérables? Un ancien joueur amateur et entraîneur du FC Grenoble Rugby est décédé du Covid au mois d'avril. On peut être jeune, on peut être sportif et être vulnérable. Bien sûr, mais même si effectivement il y a peu de jeunes qui en décèdent, il y en a. Et je crois que les gens du monde du rugby, ils sont comme les gens du monde tout court. Et voilà, cette pandémie, elle aura fait prendre conscience à tout le monde qu'on n'est rien, qu'on n'est pas grand-chose, qu'on est très vulnérable et qu'on peut disparaître du jour au lendemain à cause d'un virus. C'est aussi simple que ça, mais c'est la vie. Et voilà, il n'y a pas que celui-là de virus. Ça nous rappelle tout simplement
Et ça a mis le monde entier sous la même coupe, en se disant voilà, on est tous confinés, ou la moitié du monde est confiné, parce qu'on est soumis à un aléa qui est un virus et qui nous affecte tous. Voilà. Et l'homme, dans ce cas-là, n'est rien. Et surtout, est d'une vulnérabilité considérable. Merci beaucoup Bernard Laporte d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération française de rugby, bien sûr, et vice-président de World Rugby. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas, sur BFM Business, à partir de 17h, la conférence de presse du Premier ministre Édouard Philippe pour connaître le détail de la deuxième phase du déconfinement, des mesures annoncées, avec notamment une date attendue pour la réouverture des cafés, hôtels et restaurants. Fin de cette émission, merci d'avoir suivi. Passez une très bonne journée sur BFM Business.